Sunderlight Productions. Dans cette capsule, nous allons explorer le lien étroit entre notre pratique de la course à pied et notre système immunitaire. C'est parti. Pour beaucoup d'entre nous, le running est plus qu'un sport. C'est une quête de bien-être et de santé. Chaque vendredi du 1er au 22 décembre, le docteur Marine L'Orphelin vous partage ses meilleurs conseils pour rester en forme tout l'hiver. Des stratégies pour renforcer vos défenses immunitaires, optimiser votre système digestif ou encore comprendre l'impact des hormones sur vos performances en course à pied, préparez-vous à mettre votre santé au premier plan. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre nouveau format, la capsule santé. Chaque vendredi du 1er au 22 décembre, nous allons explorer les aspects essentiels de la santé et du bien-être du coureur et de la coureuse à pied. Et aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial consacré au système immunitaire. Qui parmi vous n'a jamais vécu cette frustration de tomber malade en pleine prépa marathon, qui n'a jamais dû mettre en pause son plan d'entraînement à cause d'une grippe, d'une gastro ou tout simplement d'un rhume qui ne passe pas? Eh bien, si c'est le cas, vous êtes au bon endroit parce qu'on va vous donner toutes les clés pour passer l'hiver sans pépins physiques ou en tout cas en essayant les limitants. Et pour nous aider à comprendre l'univers fascinant du système immunitaire, j'ai l'honneur d'être accompagné du docteur Marine L'Orphelin, médecin, autrice du livre En pleine forme, publié aux éditions Marabout. Et elle est aussi passionnée de course à pied. Elle se lance plein de défis, running, du marathon des sables, du marathon de New York, le marathon pour tous aussi bientôt je crois. Salut Marine, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Bonjour tout le monde, salut Guillaume, je vais bien, merci et je suis ravie d'être là. Bah écoute Marine, aujourd'hui on va parler de notre système immunitaire parce que c'est vrai que ça peut être pénalisant pendant l'hiver de tomber malade. Généralement, l'hiver, c'est les prépas marathons de printemps, marathon de Paris, marathon de La Rochelle. Voilà, on le travaille pendant l'hiver. Et c'est 12 semaines. Et 12 semaines, si on tombe malade une semaine parce qu'on a chopé une grippe, parce qu'on a chopé une gastro, ça peut être très problématique pour nos performances. Et donc, c'est un sujet sur lequel on doit être attentif. Et avant d'entrer dans le cœur du sujet, ce que je te propose peut-être, c'est qu'on définisse de manière assez exhaustive ce qu'est le système immunitaire, parce qu'on a tous une vision peut-être un peu simpliste de ce sujet-là, mais il y a peut-être des petites choses qui se cachent derrière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le système immunitaire ? Alors le système immunitaire, c'est le système de protection de notre organisme qui a pour rôle de détecter et de supprimer ce qu'on appelle le non-soi. Donc en fait, les micro-organismes, donc des bactéries, des virus, toutes sortes de microbes ou des cellules qui peuvent être des dangers pour nous. Et en fait, ce système immunitaire, il se répartit entre presque deux systèmes immunitaires un peu différents et complémentaires. L'immunité innée, qui est présente en fait dès le début de notre vie et qui fonctionne grâce à des cellules qui vont aller un peu manger les microbes et aussi grâce au système inflammatoire qui va permettre du coup de détruire ces micro-organismes. Et en parallèle, l'immunité acquise, qui est une immunité qui a appris à se défendre contre des micro-organismes spécifiques avec le développement notamment des anticorps qui sont du coup vraiment des cibles qu'on va mettre sur certains virus et certaines bactéries spécifiques. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette définition. Alors, j'ai profité de ta présence pour essayer, parce qu'il y a beaucoup de croyances aussi autour du système immunitaire ou même de la maladie. Et par exemple, là, à l'heure où on enregistre, à l'heure où on diffuse cet épisode en mois de décembre, donc l'hiver commence à battre son plein. Et c'est vrai qu'il y a une croyance selon laquelle les saisons, notamment les changements de saison, ça on a tous une grand-mère, une tante qui nous dit attention, on est en changement de saison, je suis malade, c'est normal, c'est le changement de saison. Est-ce que ça a un impact, les changements de saison? Est-ce que l'hiver, l'été, sur le fait qu'on tombe plus malade, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Et si c'est le cas, pour quelles raisons? Oui, on tombe plus malade en fonction des saisons, tout simplement parce qu'il y a des épidémies de virus notamment qui dépendent beaucoup des saisons. Et donc, on a l'apparition de certains virus en hiver. On a plus de virus pour les bronchiolites, pour les petits-enfants, de gastro-entérite, de grippe. Donc, c'est quand même une période où il y a beaucoup de virus qui circulent. En été, c'est le contraire. On peut avoir d'autres types de virus. On a quand même les virus de gastro qui sont un peu là tout le temps, mais on va avoir d'autres types de virus de rhino, d'angine. Voilà. Donc, oui, on a les épidémies qui sont liées quand même beaucoup au climat. Mais par contre, là où je voudrais alerter, c'est dire que quand on dit « j'ai attrapé froid »,
Ça, en fait, ça veut rien dire, en fait, en termes médicaux. On n'est pas malade parce qu'on a attrapé froid. On est malade parce qu'on a été en contact avec un microbe. Donc, on ne tombe pas malade juste parce qu'il fait froid. On tombe malade parce qu'on a été en contact avec ces microbes. Donc, on ne s'est pas lavé suffisamment les mains, on a fait la bise à quelqu'un qui était malade. Et l'hiver est propice en fait à cette contagiosité parce qu'on est beaucoup à l'intérieur. On est confiné, ouais. Voilà, on est confiné. On ouvre moins les fenêtres, on aère moins, on reste dans les bureaux. Voilà, on crée une proximité finalement avec les autres. On est moins dehors. Exactement. Donc ça favorise quand même beaucoup la contagiosité. Il n'empêche que l'air sec et froid peut irriter un petit peu les voies ORL, donc le nez, la gorge, et favoriser le passage de ces petits microbes à l'intérieur de l'organisme. Donc c'est là où en fait on peut se dire que le froid agit quand même un petit peu sur notre fragilité aux microbes. Et enfin, c'est quand même aussi des périodes, par exemple en hiver, où on peut avoir des carences nutritionnelles, et notamment une carence en vitamine D, qui est extrêmement fréquente, c'est 90% de la population. Donc, et cette carence-là, elle a un rôle bien sûr dans notre système immunitaire. Et on peut aussi avoir une fatigue qui s'est accumulée parce que on n'a pas pris de vacances depuis 4 mois. Et voilà. Donc tous ces facteurs-là en fait peuvent jouer sur l'immunité. Donc c'est pas qu'une question de température en fait, c'est multifactoriel et effectivement certaines saisons sont plus propices que d'autres. Intéressant de noter ça. Alors il y a une question qui intrigue sûrement beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices puisque on s'adresse à des pratiquants de course à pied. Est-ce que notre pratique du running, elle peut impacter positivement ou même négativement notre système immunitaire? Parce que des fois, on peut avoir l'impression de moins tomber malade parce qu'on est sportif ou à contrario, d'être plus malade. Tiens, depuis que je fais du sport, je suis plus souvent malade. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les deux? Il y a un lien effectivement entre l'activité physique et le système immunitaire. Un lien déjà positif puisqu'on sait que l'activité physique régulière stimule quand même le système immunitaire, donc améliore la réponse immunitaire globalement et donc aide à combattre les infections plus efficacement. Mais on a aussi des données qui nous alertent sur la question de la fragilité du système immunitaire quand on fait trop d'exercices. Et c'est là où en fait la pratique de la course à pied de manière intensive peut au contraire du coup affaiblir l'immunité et engendrer plus d'infections. Et là, j'en reviens à mon exemple de tout à l'heure en prépa marathon. Justement, on sait que les prépas marathons sont des prépas qui peuvent être assez intensives. Et souvent, au bout de la 7e, 8e semaine, quand on est vraiment en grosse charge d'entraînement, eh bien, c'est là où on peut tomber malade. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et l'intérêt de cet épisode, parce qu'on va voir qu'on peut jouer sur certains curseurs pour éviter les problèmes. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a un moyen de savoir l'état un peu de notre système immunitaire? Est-ce que moi, par exemple, je peux savoir demain, en tout cas avoir un avis sur est-ce que j'ai un bon système immunitaire ou pas? Comment je peux le monitorer, le contrôler? Si c'est possible, hein. Un moyen empirique, déjà, c'est de se connaître soi-même. Déjà, d'arriver à évaluer un petit peu son niveau de fatigue générale et d'être vigilant sur la fréquence des maladies qu'on développe et le temps de récupération face à celles-ci. Il y a des gens qui se remettent très très bien d'un rhume, ça leur prend, ils sont malades pendant 2-3 jours, ils font même pas beaucoup de fièvre, et puis après c'est réglé. Et des gens qui vont avoir du mal, le rhume va perdurer, va donner une sinusite par exemple. Les fumeurs par exemple, souvent ils ont des rhumes qui vont en bronchite ou voilà ce genre de choses qui vont se transformer. Et un rhume, ça va mettre 1 semaine, 2 semaines chez un fumeur à guérir. Voilà, chez un non-fumeur, ça met quelques jours. Ça peut se chroniciser en fonction de l'état de forme de votre système immunitaire. Mais on peut aussi le mesurer de manière très objective et classique par des prises de sang. Et quand on fait une prise de sang, on peut regarder tout simplement si vos taux de globules blancs, donc des différents types de globules blancs, est dans la normale. Et analyser aussi en parallèle, j'en ai déjà un peu parlé, mais si vous avez certaines carences qui peuvent fragiliser le système immunitaire. J'ai parlé de la carence en vitamine D, mais il y a aussi les carences en fer, notamment chez les femmes, parce qu'à travers les menstruations, elles vont perdre plus de fer que les hommes. Et donc, cette carence en fer peut vraiment fragiliser aussi le système immunitaire. Ouais, même les coureurs, même nous, les coureurs à pied hommes, surtout ceux qui font de la course de fond, de l'endurance,
ça crée des micro-impacts, donc des micro-déchirures, et donc on sait que les coureurs ont des besoins en fer accrus. Et souvent, en plus, les coureurs à pied, on a tendance des fois à minimiser les sources de protéines. On pense que c'est souvent réservé à ceux qui font de la muscu, et on a tendance à se sous-alimenter en protéines ou pas avoir bien conscience de la protéine. Et ça peut aussi poser des problèmes. Alors, tiens, je pense à ça parce qu'on me l'avait recommandé. On me disait souvent faire attention en début un peu à la rentrée, en septembre, octobre, qu'il faut éviter de tomber malade pendant ces périodes-là, parce que si on tombe malade en septembre, octobre, on va fragiliser du coup nos défenses immunitaires, et puis par la suite, donc avec l'hiver qui va arriver, on va être plus sujet à tomber malade. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une idée reçue ou pas? Non, c'est faux. C'est faux, à part certaines maladies qui vont engendrer justement une baisse de l'immunité, mais ça peut être des maladies chroniques, comme le diabète, des maladies respiratoires, des déficits immunitaires, voilà, des maladies chroniques qui là vraiment peuvent fragiliser votre système immunitaire. Mais quand on fait des infections virales ponctuelles, au contraire, le corps apprend à se défendre contre tel virus. Et donc si on le rencontre après dans l'année, enfin dans les mois qui suivent, on aura déjà développé une immunité contre ce virus-là. Il aura déjà un petit peu la solution en lui. Exactement. Il sera programmé. Bon, ça c'est plutôt encourageant. Alors, on vient de voir, c'était une petite introduction, on en a vu un peu l'intérêt d'avoir des bonnes défenses immunitaires pour éviter de tomber malade ou guérir beaucoup plus rapidement. La question que je vais te poser, elle est assez simple. Est-ce qu'on peut renforcer son système immunitaire, et plus spécifiquement quand on est un coureur à pied? Est-ce qu'il y a des pratiques, peut-être des habitudes, des routines qu'on peut mettre en place pour avoir un système immunitaire robuste qui va nous permettre de courir tout au long de l'hiver sans tomber malade et sans mettre en péril notre prépa? Déjà, au niveau de l'hygiène de vie globale, et surtout le point le plus important, parce qu'on l'a dit, quand on est dans l'excès d'activité physique, quand on est dans l'excès de pratique, on se fragilise le système immunitaire. Donc de trouver un juste équilibre entre entraînement et repos. Très 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 important. Pendant le sommeil, le système immunitaire va travailler, va se mettre en place. Donc c'est très 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 important d'avoir du coup un sommeil de qualité, de pas mettre de côté son sommeil comme on a tous tendance à trop le faire. Surtout en hiver. Surtout en hiver, oui, on fait il faut hiberner en hiver. Des petites soirées, des petites soirées arrosées à la maison. Et non, c'est vrai que c'est pas mal d'hiberner finalement. Petite raclette. Exactement. Moi, j'adore ça. Sinon, l'alimentation. Donc, je l'ai déjà un petit peu mentionné à travers les carences, mais avoir une alimentation la plus variée possible pour avoir un apport en nutriments, de tout type de nutriments, macronutriments, micronutriments, vitamines, minéraux. Donc, en fait, ça va être consommer des fruits et légumes de saison. Donc en hiver, on en a moins, mais on en a quand même. Donc il faut aller chercher ces fruits et légumes de saison et éviter de se tourner vers, au contraire, des fruits et légumes qui sont importés, qui viennent de loin. Et qui sont moins riches au point de vue nutritionnel parce qu'ils ont été cueillis très jeunes. Donc, exactement, qui n'ont pas la même teneur en vitamines et minéraux, un peu trop faibles malheureusement. Et puis aussi, tout simplement gérer un petit peu son état de stress aussi, essayer de prendre soin de soi aussi au niveau psychologique, je dirais. Et enfin, après, il y a des gestes à avoir, mais vous les connaissez déjà un petit peu tous. C'est bien de les rappeler. Les gestes d'hygiène, entre guillemets, si on veut éviter de tomber malade, c'est se laver les mains très 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 régulièrement. Donc avec du savon et de l'eau, c'est le meilleur moyen. Sinon, petit gel hydroalcoolique dans le sac, un petit coup de gel sur les mains quand on a pris les transports ou qu'on a touché des choses. C'est éviter trop de faire la bise. Si vraiment on a une échéance particulière qu'on veut éviter de tomber malade, il faut éviter de faire des bisous à tout le monde, quand même si on trouve ça chaleureux. Et puis je dirais, quand on est un coureur, en hiver, c'est quand même bien de se protéger les voies aériennes et donc de porter un foulard, un buffle, un buffle, un bœuf. Je sais jamais comment on le dit. Un bœuf. Un buffle, ça peut être un peu lourd. Pas sûr après que ça protège. Voilà, c'est un peu lourd de courir avec le buffle. Non, voilà, en tout cas, de porter un bœuf, ça peut être bien pour justement réchauffer l'air qui va rentrer dans les voies aériennes et éviter du coup de s'irriter les voies aériennes, et donc ça peut être une porte d'entrée aux microbes. Ouais, ou pourquoi pas même un masque maintenant dans les transports en commun. Tiens, ça c'est un peu un héritage de la période de la Covid-19. C'est vrai que les pays asiatiques
souvent, quand on les voyait à Paris, on se disait tiens, c'est marrant, les pays asiatiques, ils n'hésitent pas à se masquer, mais tout simplement parce que dans les années 70, ils ont connu des grippes et des épidémies terribles que nous, on n'avait pas encore connues. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pris ce réflexe de mettre des masques. Et aujourd'hui, nous, en Europe, et partout dans le monde maintenant, aujourd'hui, on a pris ce réflexe aussi à travers la Covid-19. Et ben, autant garder cet héritage. Quand on est en prépa marathon, je vais prendre les transports. Moi, je sais souvent, d'ailleurs, quand je prenais le TGV, j'étais quasiment sûr, une fois sur deux, je vais tomber malade après. Parce que le TGV, tu passes 3 heures, c'est mal aéré et tout. Bah, un petit masque. On est moins jugé maintenant, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et en prépa marathon, ça peut faire sens, quoi. Donc ça, faut pas hésiter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si vous êtes malade ou si vous voulez éviter de tomber malade, dans les deux sens. Alors, il y a des petites astuces, peut-être des petites choses, des petits secrets pour booster son système immunitaire. Mais qu'est-ce que ça vaut, ça, d'un point de vue scientifique? Par exemple, tu nous disais, est-ce qu'il y a certains fruits? Souvent, on nous recommande, on voit, tu vois, dans les magazines de santé, de presse, un peu très grand public, tiens, ce fruit magique qui vous permet de pas tomber malade. On parle aussi, par exemple, de la gelée royale. Ça, la gelée royale, il paraît que ce serait super pour nos défenses immunitaires. Il y a les compléments alimentaires, les vitamines. Il y a des marques aussi qui proposent des petits cocktails de vitamines, le Bion, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça vaut concrètement? Est-ce que ça peut être utile? Est-ce qu'il y a des aliments, on va commencer par les aliments. Après, on parlera des compléments alimentaires. Est-ce qu'il y a des aliments qui vraiment peuvent nous aider? Le gingembre, par exemple, à avoir un meilleur système immunitaire. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que il y a des aliments qui, effectivement, vont apporter beaucoup de vitamines et beaucoup de minéraux, et donc il faut se tourner vers ces aliments-là. La vitamine C, on dit qu'elle a un effet antiviral. Ça n'a jamais été prouvé dans les études de se supplémenter en vitamine C ou d'en manger des énormes doses. Mais par contre, il ne faut pas être carencé non plus. Donc oui, par exemple, consommer des agrumes qui vont être riches en vitamine C, c'est intéressant en hiver. Et ça, ça permet quand même de... Donc clémentine, orange, nectarine... Oui, c'est ça, tous les agrumes. En hiver, il n'y a pas de pamplemousse, mais voilà, kiwi. Kiwi, c'est très bon ça. Voilà, très riche en vitamine C. J'en ai déjà parlé. Qui en plus est bon pour le fer, parce que quand on parlait des fers aussi, si vous une prise de fer avec la vitamine C, ça va de pair. Complètement. Et on peut se gaver de boudin ou ce genre de choses. Si on n'a pas un bon apport en vitamine C, ça va pas être optimum. Complètement, la vitamine C permet au fer d'être mieux absorbé. Tout à fait. Donc oui, la carence en fer, c'est un vrai sujet aussi chez beaucoup de femmes et aussi chez certains hommes, ou quand on a des régimes végétaliens où on consomme très peu de viande finalement, parce que c'est quand même les viandes qui vont apporter le fer le mieux absorbé. Voilà. Il y a de la protéine végétale aussi, mais il faut manger quand même des grandes quantités de légumes. Et concrètement, souvent, alors il y en a qui le font très très bien, mais c'est pas forcément évident de manger des grosses portions comme ça de légumes. Donc ça peut être problématique, même si ça reste après, il y en a qui ont très bien réagi à ce régime, d'autres non. Exactement. Oui, exactement. Si on a un régime particulier, on peut éviter les carences, bien sûr, mais il faut bien connaître les aliments, il faut savoir les combiner pour avoir suffisamment d'apport en fer ou autre. Donc la carence en fer, attention, parce que ça fragilise vraiment le système immunitaire et des fois on le sait pas, on n'a pas de signes. Des signes très simples, ça peut être perdre un peu ses cheveux. Avoir les ongles mous, un peu fragiles, ça peut être un signe de carence en fer. Les ongles qui cassent, c'est pas une légende. Quand on a les ongles qui cassent, c'est vraiment on peut être carencé. Exactement. Et bien sûr, ça peut mener à l'anémie. Donc là, vraiment, ça a des conséquences sur notre état de santé. On est un peu pâle, etc. Après, voilà, la vitamine D, très très important. Tout le monde devrait prendre sa petite ampoule de vitamine D en hiver et même, je pense, tous les trimestres de manière régulière. On le fait pas assez. Moi, la première. Et je dirais aussi les oméga 3. On est pas mal carencé en tout ce oméga qui est 3. Poisson, si on veut en trouver, des poissons huiles. Gras, voilà, les bonnes huiles de cuisson. Et ces oméga aussi sont très 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 importants pour la pratique sportive, pour fixer le calcium et la vitamine D et aussi pour la récupération. Donc voilà, l'hiver, on est particulièrement vigilant sur toute l'année, on doit l'être, mais particulièrement l'hiver, il faut être vigilant par rapport à ça pour essayer de faciliter un peu la tâche à notre organisme en lui apportant les bons nutriments dont il a besoin pour nous protéger de toutes ces maladies. Alors,
les compléments alimentaires. Je sais pas si c'est sur ça que tu voulais rebondir. Exactement. Parce que dans les compléments, t'en parles dans ton livre, hein, justement. Tu t'attaques un peu à ce sujet qui est un peu houleux, parce qu'on sait que c'est une industrie à plusieurs milliards aussi. Du coup, alors c'est vrai, quoi, est-ce qu'il faut jeter aussi le bébé avec l'eau du bain? Est-ce que tout est mauvais dedans? Ça, c'est une question. Voilà. Si on veut, toi, en tant que médecin, quel est ton avis par rapport à ça? Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des cures de bion, ce genre de choses, parce qu'on me l'avait conseillé, des profs d'école avec des enfants tout petits ou des infirmières. Moi, je dis, mais comment je fais pour jamais tomber malade? Et puis, on me disait, je fais des cures de bion. Donc, j'ai essayé, j'ai eu l'impression que ça fonctionne bien sur moi. Est-ce que c'est psychologique ou pas? Est-ce que ça a de l'impact? Est-ce que ça peut être intéressant l'hiver de faire ces cures, de ces petits cocktails vitaminés? Quel est ton avis par rapport à ça? J'ai un avis un peu partagé sur cette question. Déjà parce qu'on manque de preuves pour vraiment démontrer que la prise de certains compléments alimentaires améliorerait franchement la santé. Et même assimilé par le corps, hein, de manière naturelle, comme peut l'être on sait même avec le magnésium, finalement, c'est pas parce qu'on synthétise une vitamine qu'elle sera aussi bien assimilée que si on la prend à travers un aliment. Tout à fait. Il y a encore des doutes par rapport à ça, ou chez certaines personnes, il semblerait que oui, chez d'autres que non. C'est encore un peu flou, quoi. C'est un petit peu flou, effectivement. Donc il y a ce sujet de manque de preuves, on connaît pas encore tout bien sur l'assimilation, les produits sont quand même aussi différents, la composition des compléments alimentaires varie beaucoup, donc il faut quand même faire attention aussi, parce qu'en fonction de si la molécule est comme ci ou comme ça, elle est moins bien absorbée. La provenance, la qualité aussi, hein, parce qu'on sait pas, hein, ça vient des fois de où est-ce que c'est fait, est-ce que c'est contrôlé, quel laboratoire a produit ça. Et justement, les organismes de contrôle des produits alimentaires et des médicaments ont détecté qu'en fait on est sur un taux énorme en fait de produits dont la composition n'est pas celle indiquée, avec des substances frelatées, avec donc notamment si on achète sur internet. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est bien contrôlé dans les pharmacies. Ouais. Si vous achetez sur internet, ça peut on peut se faire surprendre. Donc mon avis il est vraiment partagé, parce que aujourd'hui on a une alimentation, notre assiette s'est appauvrie en termes de nutriments, de vitamines, voilà, de macro-micronutriments. C'est appauvri, donc cet appauvrissement fait qu'on peut manquer, on peut avoir des carences en certaines choses, et du coup on peut avoir besoin de ces compléments alimentaires. Mais je préfère en fait encourager les gens à varier leur alimentation, à se tourner vers des bons produits, et éventuellement s'ils ont des symptômes qui persistent, même comme je le disais, des petites choses gênantes, mais perdre un peu ses cheveux, les ongles cassants, la peau, des petits soucis de fatigue chronique, des choses comme ça, aller consulter un médecin et éventuellement une diététicienne, nutritionniste, pour faire un bilan plus complet, analyser l'alimentation et essayer de corriger ça déjà par l'alimentation. Et si après on a des carences qui sont avérées, on va se tourner vers des médicaments, mais là ils vont être prescrits, ou des compléments, mais bien choisis. On évite l'automédication, quoi, en fait, et puis on se tourne vers un professionnel, même le fer, hein, tu vois, par exemple, je sais que la supplémentation en fer, elle peut être très mal. Moi, j'ai déjà fait des cures de fer, ça a été une catastrophe. J'ai eu une baisse de mes performances sportives, j'étais malade, parce que le fer, on l'assimile en complément alimentaire, on l'assimile pas tous correctement, et puis des fois, les produits sont surdosés, quoi, et du coup, ça peut avoir l'effet délétère, parce qu'une carence, c'est pas bon, mais un surdosage, c'est aussi néfaste, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Tout à fait, il y a des vitamines, si on les prend par excès, elles peuvent être cancérigènes. Donc c'est quand même c'est un vrai sujet. Pareil, la vitamine C, tout le monde nous vend de la vitamine C à tout va en hiver, justement pour cet effet supposé antiviral. Et pourquoi pas donner des fruits aux gens, quoi, tout simplement. Déjà, il vaut mieux prendre des fruits, et ensuite les doses de ces vitamines qu'on achète en magasin sont énormes en fait. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour parler un peu crûment, on la pisse. C'est quand même c'est quand même dommage de dépenser de l'argent pour acheter des compléments, alors qu'en fait on a déjà dans notre alimentation les apports suffisants, et que finalement ça va finir dans les WC. Ouais. Alors j'aimerais maintenant qu'on fasse on va faire un petit focus. Alors on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on insiste sur ça. C'est les maladies hivernales qui sont un peu assez récurrentes, mais pas que d'ailleurs, on va voir. Le rhume et la gastro, ça c'est vraiment les deux maladies que généralement en tant que coureur à pied on redoute un petit peu. Il y a la grippe aussi. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire comment ces maladies sont généralement contractées, s'il y a des... Parce que évidemment, si on sait comment est-ce qu'on peut les attraper, est-ce que nous, déjà, on peut s'en prémunir? Par exemple, est-ce qu'il faut se couvrir davantage l'hiver quand on va courir? Est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce qu'on va choper un rhume parce qu'on a froid? Parce que dans l'imaginaire collectif, c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au rhume dans un premier temps, et on parlera de la gastro après?
Le rhume, déjà, c'est une maladie virale, donc c'est une maladie qui s'attrape par contagiosité. C'est pas une maladie qu'on développe, vraiment, on se contamine avec plein de virus différents. Des rhinovirus globalement, mais ça peut être aussi le coronavirus qui peut donner un rhume, maintenant on le sait, ou une grippe, mais là on rentre quand même dans des symptômes avec de la grosse fièvre. Donc la rhinopharyngite, elle s'attrape par des gouttelettes qui sont contaminées de virus. Donc en fait, c'est les gens qui éternuent, qui se mouchent et qui ont du coup des sécrétions en fait salive ou des sécrétions nasales sur les mains. Donc, pour se protéger de ça, se laver les mains absolument tout le temps, mais ça, c'est le réflexe de base. Et aussi essayer de se protéger, du coup, les voies respiratoires. S'il y a quelqu'un en face de nous qui éternue, alors soit on a le réflexe et puis on fait super attention, mais en tout cas, c'est pour les gens qui éternuent, d'éternuer dans leur coude et de pas diffuser les virus partout, quoi. Et si je vais courir en t-shirt là le 15 décembre, c'est pas ça qui va me faire choper un rhume en fait, si je comprends bien. Non, c'est pas de courir en t-shirt qui va te faire attraper un rhume, c'est plus le fait de avec le froid, l'air froid qui va rentrer dans tes voies respiratoires, tu vas respirer par le nez, par la bouche, ça va irriter en fait tes muqueuses de la bouche et du nez. Et donc si tu es en contact avec un virus le lendemain ou le surlendemain avec ces voies fragiliser. Voilà, avec ces voies respiratoires qui ont été un peu irritées, le virus va passer plus facilement dans ton corps en fait. Alors que la première barrière en fait du système immunitaire, c'est la peau et les muqueuses qui sont normalement hermétiques, Bien qui sûr. laissent rien passer. Donc là, quand on a été vraiment au contact du froid comme ça, donc il y a quand même un impact, c'est vrai. Et après, je crois aussi que en fonction qu'on soit habitué ou pas à vivre dans le froid, mais les premiers froids, quelqu'un qui vit en Russie ou quelqu'un qui vit en Suède, lui, les muqueuses se sont adaptées et tout. C'est les premiers froids pour nous, parce qu'on n'est pas habitué. Là, ça peut être dangereux, quoi. Exactement. Et pour la gastro, la gastro, oui. On n'aime pas la gastro. Non, la gastro, c'est problématique. Puis là, ça te met KO, quoi. Ça te met complètement KO. Heureusement, la gastro, quand même, ça dure 24-48 heures, un grand maximum. Alors que le rhume, ça peut s'éterniser. Ouais, le rhume, ça peut un peu s'éterniser si ça se transforme en petite sinusite ou parfois en angine. Alors pour la gastro, c'est encore une fois plein de virus différents, mais en gros les norovirus, rotavirus, c'est des virus qui s'attrapent plutôt, en fait, qui se transmettent par les selles. C'est une transmission orofécale, comme on dit, et donc du coup plutôt qui se retrouvent sur les mains en fait. Donc c'est plutôt les enfants qui vont être malades, qui vont et quand on a des contaminer enfants, souvent, un peu la voilà. salle de bain, voilà. Donc après les parents qui vont l'attraper comme ça. Et donc le plus important pour la gastro, là, c'est de désinfecter les surfaces, de désinfecter bien sûr sa salle de bain, ses toilettes, les poignées de porte. Et du coup, dans la vie quotidienne, se laver encore une fois les mains très régulièrement. Alors, tu nous l'as expliqué, c'est vrai que derrière le simple rhume peut se cacher une multitude de virus et que du coup, le rhume en tant que tel n'existe pas forcément. Mais c'est ça aussi qui est problématique. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on doit réagir ? Parce qu'on l'a déjà tous vécu. Ça commence, allez, le soir, je commence à avoir un petit peu la gorge qui gratte, tu vois. Là, on se dit... Mince, ça sent pas bon. Tu vois, on sait qu'il va se passer quelque chose. C'est la gorge qui gratte. Ensuite, c'est la gorge qui brûle pendant 1-2 jours. Là, on n'en peut plus. On se dit, mais vivement que ça s'arrête. Puis ça s'arrête. On se dit, je suis libéré. Non, c'est le nez qui coule, c'est machin, c'est ci, c'est ça. Mais moi, j'ai remarqué que quelquefois, ça passe tout seul, c'est assez léger, et quelquefois, c'est un peu plus long. Concrètement, tiens. J'ai le soir la gorge qui commence à gratter, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais consulter un médecin ou pas ? Parce que c'est vrai qu'on se dit pour un simple rhume, est-ce que ça vaut le coup d'aller embêter son généraliste ? Est-ce que je vais à la pharmacie ? Est-ce que j'essaye des remèdes de grand-mère ? Je sais pas, du miel avec du citron, avec du thym. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire concrètement, la marche à suivre ? Parce que j'imagine que plus tôt on va traiter, plus tôt on va avoir les bons réflexes et plus on va vite guérir et donc plus on va être embêté pour reprendre l'entraînement tranquille. Alors, déjà, une info qui va décevoir un peu tout le monde, mais il n'y a pas de preuve d'amélioration des symptômes du rhume grâce aux médicaments. En fait, les médicaments, c'est juste du confort. On ne sait même pas soigner un rhume. La preuve, c'est que ça fait des millions d'années. C'est votre système immunitaire qui va le soigner tout seul. En 2023, on n'a pas encore de remède au rhume. Non, il n'y a pas de traitement miracle, en tout cas, au rhume. C'est vraiment. Mais tu as des médicaments en libre service, le Fervex, Dolirum. Alors, faut en citer 3. J'en ai plus d'autres. T'en as un autre, Actifen. Voilà, pour pas que ça fasse de publicité. Mais tout ça, c'est un business juteux quand même. Il y a plein de solutions en pharmacie qui existent. C'est un business effectivement juteux. En fait,
Là où les gens vont être embêtés, c'est face aux symptômes qui vont être gênants. Et donc, on va chercher des médicaments pour soulager les symptômes. Mais ça va pas vous faire guérir plus vite. Donc, par exemple, vous avez un peu de fièvre, effectivement, le paracétamol. Vous avez un peu la gorge qui pique, qui gratte, c'est le sirop ou c'est le petit spray au fond de la gorge. Ce qui va être important, essentiel dans le rhume, c'est se laver le nez avec de l'eau salée. Ça, pour vraiment évacuer au maximum les sécrétions, éviter justement la complication en sinusite. Donc vraiment, il faut se laver le nez. Se moucher aussi. Hein, pour se laver le nez et donc se moucher. Pardon, pour moi, c'était logique dans ma tête. Bien sûr. On se mouche et après on lave le nez. Voilà. Et les remèdes de grand-mère, t'en as parlé. Effectivement, le miel qui a un pouvoir quand même antiseptique, apaisant, donc ça va faire du bien à la gorge qui gratte. Le thym aussi, je crois que c'est ça. Et aussi. le thym, un peu anesthésiant. Hein. Le thym, ça a une propriété justement antimicrobienne, de manière générale, et particulièrement pour les voies ORL. Donc une petite tisane de thym. Voilà. C'est mieux que la lidocaïne. Puis de toute façon, c'est très peu dosé, puis plus vous allez en prendre, plus vous allez vous habituer, donc après ça servira plus à grand chose. C'est le souci. En fait, tant qu'on peut limiter les médicaments, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc toi, tu conseillerais pas forcément les gouttes du nez, tous ces produits un peu en vente libre, pas efficaces. Moi, je vous dis, traitez vos symptômes si vous gênez trop, lavez-vous le nez, surtout mouchez-vous, et puis un petit truc pour apaiser la gorge, du miel. Et puis si on a de la fièvre, est-ce qu'on consulte un médecin ? Parce que ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'il faut aller consulter un médecin ? Généralement, c'est quand même la fièvre il faut prendre sa température quand on a un rhume, c'est très important. Parce que des fois, moi, j'ai déjà été traité sous antibiotiques, par exemple, parce que ça passait pas, j'étais vraiment pas bien. J'étais au fond du seau, quoi. C'était un simple rhume, mais il y avait quelque chose de plus, et donc il fallait des antibiotiques. Tu as mentionné l'élément principal, c'est que ça passait pas. Un rhume, normalement, ça passe en quelques jours. Maximum, on est malade maximum pendant 5 jours. Quoi. Et l'état s'améliore au fur et à mesure. Et l'état s'améliore. On peut avoir une petite fièvre au début. Une fièvre qui dure au-delà de 7 jours doit amener à consulter un médecin. Et d'autres symptômes qui s'aggravent en fait, une toux qui s'aggrave, avec des douleurs éventuellement à la poitrine, au thorax, une angine énorme qui passe pas au bout de 3 jours, ou une gastro qui ne passe pas toute seule et où on n'arrive plus à s'alimenter et où on a des fortes diarrhées. Là, évidemment, ça mérite de consulter un médecin. Voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est important parce que vous allez pouvoir vous rétablir un peu plus vite et puis arrêter de souffrir, parce que c'est vrai que des fois, même un petit rhume, ça peut quand même bien être handicapant. Alors, il y a une interrogation que quand même quasiment tous les coureurs se posent. Moi, je me la suis déjà posée, peut-être que toi aussi. Est-ce qu'on peut continuer à s'entraîner si on a le nez qui coule, si on a un rhume ? Quel est ton avis par rapport à ça ? Alors, c'est pas mon avis, ce sont les recommandations de santé publique qui disent d'éviter la pratique d'une activité physique en cas d'infection et surtout en cas de fièvre. Donc, si vous avez un petit rhume, en gros le nez un peu bouché, il coule un peu, ça gratte un peu la gorge, les symptômes sont pas très sévères, vous n'avez pas de fièvre associée, vous vous sentez quand même en forme. On peut travailler. En vrai, moi ça c'est mon avis perso, vous pouvez quand même faire une petite séance de sport. Mais par contre, ne pas se mettre dans le rouge, donc pas faire une séance à haute intensité et écouter son corps. Si vous êtes trop fatigué, si vous voyez que le cœur s'emballe, si vous voyez que ça va pas, stop. Par contre, si vraiment vous avez de la fièvre, là, c'est pas d'activité physique, vraiment. C'est pas évident parce que des fois on peut se dire allez, ça va décrasser un peu tout, on se rassure comme on peut, nous les coureurs à pied, en se disant que c'est quand même une bonne chose. Mais moi je l'ai vu un peu par expérience, c'est vrai que quand on est malade, c'est toujours mieux de se reposer, parce que si vous continuez à courir, vous allez affaiblir votre système immunitaire, vous allez mettre plus de temps pour guérir. Donc en fait, c'est contre-productif sur le long terme. Exactement. Et parfois, le repos est beaucoup plus efficace que l'entraînement. Donc, mais le meilleur traitement, c'est le repos, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc, patience. Globalement, si c'est un fin de rhume, ou si vous avez, ça vous handicape pas, par exemple votre journée de travail, si vous vous sentez quand même bien pour bosser, il n'y a pas trop de risques. Dès que vous commencez à avoir un petit peu de fièvre ou que vraiment vous vous sentez à la ramasse, reposez-vous, ce sera beaucoup plus efficace. Exactement.
Alors Marine, tu parlais tout à l'heure du lavage de mains, et moi je vais insister un peu sur ça parce que cet été c'était le Tour de France. Et moi j'aime bien regarder le Tour de France, tu vois, l'été, ça me détend. Et je suis tombé sur un reportage dans une équipe de cyclistes professionnels, et les mecs, on leur faisait un petit stage avec quelqu'un qui leur expliquait justement les gestes pour ne pas tomber malade, parce que pour eux c'est un petit peu des gains de performance, quoi. C'est-à-dire bien se laver les mains, quelques consignes justement pour éviter de tomber malade. Et la personne expliquait qu'il y avait une méthode, voilà, vraiment pour se laver les mains. Alors on dit souvent qu'il faut chanter, je sais plus quelle chanson, le faire, mais que voilà, si vraiment on leur apprenait un peu à se laver les mains et à adapter les bons gestes. Est-ce que tu peux partager ces connaissances aussi à nos auditeurs et rentrer un petit peu plus dans le fond, parce que moi ça m'avait intrigué et je me dis, est-ce que vraiment on sait se laver les mains, parce que qu'est-ce qu'on fait, on rentre chez nous, on met un petit liquide, hop, on fait 2-3 trucs en 2 secondes après. Allez, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Je suis pas sûr. Un bon lavage de mains, c'est déjà du savon et de l'eau. C'est pas à l'eau uniquement. C'est vraiment avec du savon pour mousser, enfin voilà, nettoyer aussi la surface, aller un peu plus en profondeur que de l'eau va pas accrocher toutes les saletés. Donc c'est déjà avec du savon. On se lave effectivement les mains. Il faudrait normalement laver toutes les mains en fait. Et nous on a tendance à faire souvent les paumes des mains et on fait pas en fait toute la surface des mains. Donc quand on même le poignet, même un petit peu tout ce qui peut être en contact, on se lave en bien fait. les mains, on frotte donc les paumes. Après on frotte l'autre côté. Hein. On peut entourer les pouces, chaque pouce, et bien nettoyer les pouces comme ça. Il faudrait idéalement se laver les ongles, donc avoir une petite brosse chez soi à côté du lavabo et puis se frotter les ongles. Et effectivement se frotter aussi les poignets. Donc en fait se laver les mains, ça prend du temps. Ça prend bien 30-45 secondes. C'est pas clac-clac en 2 secondes. Et un bon moyen aussi de bien terminer le lavage des mains et d'enlever les micro-organismes, c'est d'utiliser une serviette propre et pas forcément les systèmes de séchage à air là. Ouais, parce qu'en fait, ça projette ces systèmes-là dans les lieux publics, projette en fait des micro-gouttelettes qui sont parfois contaminées de micro-organismes. Ouais, mais il y avait eu des études qui étaient faites justement sur tous ces lavages à air d'une fameuse marque très connue aussi, qui font des aspirateurs et des fers à cheveux aussi. Voilà, on va pas la citer. Et puis effectivement, c'était. Alors maintenant, ils ont un peu réduit. Je crois qu'ils ont mis des infrarouges, enfin voilà, des petites lumières pour essayer et tout. Mais effectivement, généralement, la vieille souffleuse dans les, c'est pas l'idéal, quoi. Ça, non, c'est pas l'idéal. Ça paraît pas, mais ça va vous ressaillir les mains. Et évitez-les plutôt. Essayez de vous laver les mains. Alors si vous avez des petits mouchoirs chez vous, des choses comme ça. Voilà, ou même tout simplement un petit peu faire ça, laisser un peu aérer, comme on voit les médecins, ils laissent et puis ils essayent d'avoir un peu dans l'air et puis ça c'est avec le gel hydroalcoolique. En fait, le gel hydroalcoolique aussi, on l'utilise pas hyper bien parce que bon, déjà il faudra en mettre partout comme pour le lavage des mains et pour que l'alcool soit efficace, il faut qu'il sèche. Donc il faut pas en fait toucher d'autres choses. Il faut le laisser le temps de sécher. Ouais. Voilà, il faut le laisser le temps de sécher. Ouais, donc c'est pas la petite. Il faut quand même en mettre bien, quoi. C'est pas la petite goutte de gel hydro et puis ça suffira pas. Exactement. Quoi. Bon bah c'est intéressant. Alors évidemment parce qu'il y a cette question aussi. Tu sais, on nous dit oui, mais on n'enlève pas les enfants, enfin les cochons, je sais plus quoi, avec de l'eau claire. Et il y a cette idée de se dire bah voilà, moins vous allez vous laver les mains et puis vous allez aussi, tu vois. Renforcer vos défenses immunitaires. Bon, il y a peut-être un petit juste milieu à trouver par rapport à ça. C'est une théorie aussi, la théorie hygiéniste d'un excès d'hygiène qui pourrait ne pas avoir suffisamment stimulé ton système immunitaire enfant et faire que du coup tu es plus susceptible à des maladies, à des infections pendant adultes. Le Covid, on a vu pendant le Covid, là, les enfants qui sont restés très enfermés, on a vu effectivement que ils ont moins, même les enfants qui sont en nourrice par exemple plutôt qu'en crèche, effectivement, qui sont tendance à tomber plus malades, mais généralement quand on est adulte, normalement, quand on a été adulte, voilà, on a été exposé en fait toute notre jeunesse aux microbes et on a développé notre système immunitaire. Et donc notre système immunitaire normalement est efficace quand on est adulte. Voilà. Bon voilà, donc quand on a pris le TGV, le train, des endroits un petit peu à risque, on essaie quand même de prendre le temps de bien se laver les mains, c'est important. On fait attention aussi à la bise, à la promiscuité, on n'hésite pas aussi à aérer les pièces, parce que l'hiver, on n'y pense pas ça, aérer les pièces. L'hiver, on veut qu'il garde la chaleur, ça c'est une erreur. Exactement, je pourrais pas mieux dire. Donc il faut pas hésiter à ouvrir, c'est quoi, c'est 10 minutes à peu près Oui, c'est ça. Oui, par jour, ouais.
Bah écoute, merci beaucoup Marine pour tous ces précieux conseils. Je pense qu'on est paré là pour affronter l'hiver dans de bonnes conditions. J'espère. C'était un épisode hyper intéressant. Quels sont selon toi, voilà les éléments clés à retenir si on veut être le plus en forme possible pendant toutes nos prépas hivernales? Ne jamais mettre de côté, ne jamais oublier le sommeil, l'alimentation, c'est la base de la bonne santé. On le répète, on le dit tout le temps, c'est fou, mais c'est valable fois, aussi pour le système immunitaire et pour éviter de tomber malade. C'est vraiment la base de tout. Après, si vraiment vous tombez un petit peu trop malade, de faire quand même de consulter, de faire quand même une petite prise de sang, vérifier les carences, ces choses-là. Pensez à vous supplémenter en vitamine D tous les hivers, j'insiste. Et je dirais, voilà, on en a parlé, mais les petits réflexes d'hygiène, pas trop faire la bise, bien se laver les mains, porter un bœuf et pas un buffle autour du cou pour éviter de se fragiliser les voies respiratoires quand on va courir. Et puis un bon suivi médical aussi, c'est important. Merci beaucoup Marine. Je rappelle, idée cadeau, tiens, pour nos auditeurs, En pleine forme, ton livre, paru aux éditions Marabout. Tu donnes... c'est très très complet, Moi vraiment je le conseille. Ça parle du sommeil, de la santé, de l'activité physique, de la santé mentale. C'est extrêmement complet, donc accessible à tous et à toutes du coup. Puis voilà, ça motive à prendre sa santé en main. Donc En pleine forme, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ton livre. Merci beaucoup Marine, et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Avec grand plaisir, merci. À très vite.